Bonjour à tous pour ce jeudi midi de la philanthropie. On est vraiment heureux de vous accueillir tous. Votre présence est importante pour nous. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le professeur Jean-Marc Fontan, qui est professeur au département de sociologie de l'Université de Québec à Montréal, de l'UQAM. C'est un spécialiste de la sociologie économique et du travail sur les thèmes de l'économie sociale. Et Jean-Marc a développé le Philab, il a développé un immense centre de recherche, en fait. Jean-Marc, le Philab, c'est ça, de recherche partenariale sur la philanthropie. Qui date de 2000, combien C'est 2018 dans la 18. deuxième phase. C'est ça. En regroupant de très nombreux acteurs de la philanthropie au Québec, mais aussi dans les autres provinces. Et c'est Jean-Marc qui nous a gentiment, avec Léo, accompagnés dans le développement de notre observatoire. Il nous a pris sous son aile et on lui est vraiment reconnaissant. Sans ses conseils et sa présence, je ne sais pas si on aurait abouti. Donc, vraiment, c'est quelqu'un à qui on tient, qui est important pour nous et on le remercie de sa présence. Donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer. Parfait. Bien, merci beaucoup, Elisabeth, Léo, pour cette invitation. Donc, ça fait très plaisir. Je suis co-directeur du Philab avec Peter Elson, qui est un chercheur qui est en Colombie-Britannique, et c'est un vaste réseau de recherche qui regroupe une trentaine de partenaires, mais aussi une soixantaine de chercheurs. Je vois François Brouard qui est parmi nous, donc qui fait partie aussi du réseau, Elisabeth, Léo, donc qui se penche sur la philanthropie. Alors aujourd'hui, ça va d'ailleurs m'être utile parce qu'il y a différentes recherches qu'on a menées récemment et sur lesquelles je vais pouvoir m'inspirer pour dégager des éléments de réflexion sur la situation pandémique et aussi sur les nouvelles tendances. J'ai produit un petit texte d'environ 4 pages, donc je le ferai parvenir à Elisabeth par la suite. Là, comme ça vous fera un suivi parce que je ne lirai pas tout ce que j'ai écrit, mais bon, ça fera quand même un aide-mémoire. Alors donc, ma présentation, c'est en gros 3 éléments. Le premier, c'est un tout petit portrait impressionniste de la philanthropie au Canada avec un premier préambule de définition. Le deuxième niveau, c'est qu'est-ce qui se passe avec la philanthropie lorsqu'on a des situations de crise, à l'image de la crise pandémique. Et le troisième niveau, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances, crise ou pas, là, qui se dégagent présentement? Ça va me permettre aussi de travailler une hypothèse de réflexion sur la philanthropie pour dégager 3 plans de travail historiques auxquels j'ajouterai un 4e niveau qui sera celui de la conclusion. Alors donc, d'entrée de jeu, philanthropie. Un mot intéressant, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça se rapporte à quoi? Pour nous, au Philab, la chose la plus simple, c'est de le rattacher au don. Ce n'est pas une grosse trouvaille, donc le don sous toutes ses formes, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Et plus concrètement, le don, c'est quoi? C'est un transfert de ressources qui se fait autour de biens ou d'attention. Donc, c'est pour ça qu'il y a une dimension aussi intangible qui se fait entre des personnes, des groupes, des communautés, même des sociétés. Donc, ça peut être extrêmement large. Maintenant, ce qui est intéressant à regarder, c'est le transfert. On a dit qu'il y a un transfert de ressources, mais ce transfert de ressources, il est très différent, par exemple, de celui que l'on voit dans l'action économique à caractère marchand, parce que dans la transaction économique, ce qu'on a, c'est qu'on a une valeur d'échange qui est là pour répondre à une valeur d'usage. Alors donc, qu'on le veuille ou non, dans l'action économique, il y a quelque chose de relationnel, de bidirectionnel qui est extrêmement fort. Par contre, dans la philanthropie, ce que l'on observe, ce n'est pas la présence d'une valeur d'échange, c'est une valeur de partage. Et ce qui est intéressant par rapport au fait de partager, c'est que c'est fondamentalement unidirectionnel. Ça n'a pas à être dans la bidirectionnalité. On se rappelle des travaux sur le don de Marcel Mauss, qui, lui, est arrivé avec cette idée de don contre don, obligation. Alors, effectivement, ça, c'est une des formes du don, mais la forme première, initiale, celle qu'on pourrait faire remonter le plus loin au niveau de la préhistoire, c'est réellement une forme désintéressée dans laquelle il y a une cession
de droit. C'est-à-dire le droit que j'ai sur un bien, ben, à ce moment-là, je le cède et il y a une appropriation qui se fait de ce bien-là par une autre personne et il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de normes qui obligent l'un par rapport à l'autre. Même le fait de donner, il n'y a pas d'obligation fondamentale à donner. Donc, on a une spécificité dans la transaction philanthropique qui remonte très, très loin dans l'histoire et qui se construit sur un premier socle qui est le désintéressement. Et pourquoi est-ce qu'on sent le besoin? Ben, c'est que malheureusement, on n'est pas tous pourvus des mêmes capacités en termes de groupe, en termes de personnes, ce qui fait qu'on peut avoir des événements factuels qui fait qu'on est dans le besoin. Il y a des privations. Par contre, d'autres personnes avaient plus de ressources. Et donc, c'est là que le partage s'intègre, un partage qui est arrivé de façon différente, je dirais, à un niveau plus élevé que celui qui se produisait autour, dans les sociétés premières, autour de la réciprocité. Lorsqu'il y avait une chasse, on redistribuait l'ensemble des biens. Lorsqu'on faisait de la collecte, soit c'était individuel ou alors on le partageait, mais sur des bases sociétales, avec des modalités d'obligation. Lorsqu'apparaît la philanthropie, c'est un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce règne-là de la tradition, mais on est dans quelque chose qui va se construire, une sorte d'innovation, où le désintéressement tient beaucoup à un sentiment psychologique de devoir à faire, c'est-à-dire de partager parce qu'on sent, on a un malaise de voir l'autre dans dans un certain malaise. Donc, la caractéristique de la philanthropie, premièrement, ce serait d'être cette réponse à l'urgence de façon désintéressée. Ça a duré son temps. Dès que les sociétés deviennent un peu plus complexes et on appelle ça l'arrivée en scène des civilisations, eh bien, on a des surplus de l'accumulation des rapports de pouvoir et on a aussi une structuration institutionnelle qui est beaucoup plus dense, qui va au-delà de la parenté, apparition de l'État, etc. Et donc, les formes traditionnelles sont appelées à évoluer. Et dans ce contexte, la philanthropie va toujours demeurer, il y a toujours une dimension désintéressée, partage qui va être présente, mais il va y avoir une nouvelle dimension qui va se rajouter, d'intéressement, qui va être liée à un travail qu'on pourrait appeler développemental ou de travailler sur des effets de manque. Ça peut être des manques politiques, des manques religieux, culturels, ça peut être au niveau de la santé avec des bains, avec des temples, etc. Et là, il y a quelque chose qui se construit en plus, qui relève aussi de la philanthropie, mais qui est à un niveau où là, des rapports de pouvoir et des certaines formes d'obligations avec, par exemple, l'idée du contre-don qui était présente chez Mauss, qui apparaissent. Donc, premier niveau, on pourrait dire l'urgence. Deuxième niveau, travailler sur des effets que l'on veut modifier, que l'on veut corriger, que l'on veut mitiger dans la société. Et on va évoluer, disons, jusqu'à la modernité autour de ces deux grandes tendances. Avec la modernité, on va avoir là une jonction qui va se faire avec la science, avec tous les développements qui se font dans le monde de l'entreprise, et on va avoir une philanthropie beaucoup plus organisée, beaucoup plus scientifique, beaucoup plus pensée, construite, et qui va essentiellement, dans ses premiers émoluments, donc à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, se consacrer aux grands projets de modernisation des sociétés. Donc, en complémentarité avec l'État, parfois en opposition, parfois en très, très forte collaboration, dépendamment des périodes historiques. On va avoir donc un nouveau troisième étage, si on veut, qui se construit autour de la maison philanthropique et qui, là, va être centré sur cette idée de modernisation, de développement. Et c'est présentement dans cette sphère-là que nous nous retrouvons. Nous nous y retrouvons de façon intéressante parce que le travail de complémentarité avec l'État, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui pose des questions, qui pose un questionnement au niveau de la légitimité et aussi de la redevabilité et évidemment de la démocratie dans les choix qui sont faits pour faire des investissements développementalistes. Donc, on a trois niveaux qui existent et ces trois niveaux sont présents maintenant à l'intérieur de nos sociétés. Sur l'espace canadien, ce que l'on voit, là je prends simplement des données de 2018 parce que les données sont malheureusement au niveau philanthropique sont déficientes. Sur l'espace canadien, on retrouvait donc sous la forme moderne deux grandes familles, si on veut, de structures, de mécanismes, d'organisation qui relèvent de la philanthropie. On a d'un côté
ce qu'on appelle les organisations de bienfaisance, et de l'autre, les fondations, qu'elles soient privées, publiques ou communautaires. Et ces deux, on pourrait dire, familles ont été construites dans un compromis qui s'est tissé au début du 20e siècle avec l'État canadien ou l'État états-unien, à l'effet que l'État reconnaîtrait la dimension caritative, charité, bienfaisance au niveau fiscal en donnant des exonérations. Et là, il y a une espèce pas d'amalgame, mais de structure de travail ensemble qui s'établit entre l'État et les fondations dans cette espèce de reconnaissance fiscale qui va se faire du côté de l'État. Alors, du côté canadien, on a maintenant autour de 11 000 fondations. Je donne des chiffres de 2018, environ 100 milliards d'actifs, donc ce n'est pas rien, mais 100 milliards, c'est peu par rapport à ce que les gouvernements sur l'espace canadien dépensent continuellement. Par contre, ça se traduit par une somme autour de 7 milliards qui sont versés, donc transmis, transférés dans la société autour de causes qui tournent généralement autour de trois grandes familles, la santé, la culture et l'éducation. Après, il y a des causes mineures qui sont effectivement là, mais de façon moindre, la pauvreté, les inégalités, l'environnement. Ces causes-là, on peut dire que ce sont les parents pauvres, si on veut, de ce qui est donné, ce qui est reversé dans la société. Alors donc, voilà un petit peu le préambule avant de travailler la situation pandémique. Donc, mon deuxième niveau, c'est de se dire cette situation philanthropique à l'échelle canadienne, alors comment est-ce qu'elle est capable de réagir face à des situations de crise? Alors, ce qui est évident, c'est qu'on a eu la crise pandémique, mais la crise pandémique, on l'a vu rapidement, il y avait aussi le mouvement MeToo qui continuait, il y avait Black Lives Matter qui était présent. Donc, c'est une situation qui est beaucoup plus complexe. On ne peut pas simplement se dire qu'il y a eu une réaction uniquement à la pandémie. Oui, il y a eu une réaction pandémique. Oui, il y a eu une prise en compte de la crise sociale qui était générée par ces deux grands mouvements, mais aussi par les exigences en termes de réconciliation sur l'espace québécois avec les peuples autochtones. Il y avait évidemment toujours la crise climatique qui est présente. On l'a vu avec les feux en Australie, dernièrement en Colombie-Britannique avec les grandes inondations. Et tout récemment, on a une autre crise qui est pas à l'horizon, mais on est en plein dedans avec l'invasion par les Russes de l'Ukraine, qui va poser aussi des questions en termes de transfert de ressources. Alors donc, ce que l'on voit par rapport à ces différentes crises, c'est qu'il y a eu une adaptation. Sur la première, sur la crise sociale avec MeToo et avec Black Lives Matter, mais aussi la question autochtone, on a eu un travail important dans certaines fondations. Là, on ne peut pas généraliser, 11 000 fondations, c'est extrêmement diversifié, il y en a des petites, des grandes, il y en a qui ont du personnel en grand nombre, ça peut aller jusqu'à 50, 60 personnes qui travaillent dans une fondation versus d'autres où ce ne sont que des bénévoles centrés sur un conseil d'administration, souvent autour d'une famille, quelques personnes. Donc, c'est très éclaté en termes de structure, en termes de capacité d'agir. Toutes n'ont pas des millions à dépenser par année et toutes n'ont pas non plus un programme très, très structuré d'action. Beaucoup font simplement de la dispersion de fonds auprès de différentes organisations sur des petits montants. Somme toute, celles qui ont des capacités d'agir ou une volonté d'agir, bien là, on a vu un travail qui s'est fait autour de l'approche DEI, d'intégrer ces éléments-là à l'intérieur de l'organisation pour faire en sorte que, par exemple, dans les programmes philanthropiques, bien, on puisse tenir compte de ces dimensions-là pour faire en sorte que l'on ne laisse pas de côté des personnes, des groupes dans la société et qu'on permette une plus grande inclusion, diversité et équité. Même chose au niveau des Premières Nations, il y a un travail qui se fait aussi pour pouvoir travailler dans la réconciliation et surtout dans le fait de ne pas être dans l'appropriation de la dimension bienfaisance qui doit relever des populations autochtones. Sur la situation pandémique, là, la réponse a été extrêmement intéressante, très, très rapide, contrairement à la crise de 2008, où là, il y a eu un effacement face à la crise financière. Dans le cas de la pandémie, non. Présente forte dès le début, et cette présence forte s'est manifestée par, on pourrait dire, un assouplissement des modalités de dons, des exigences pour pouvoir transférer de l'argent
moins de reddition de comptes, plus de décisions rapides. Donc, on essayait d'aplatir les niveaux de décision, d'avoir plus de relations directes avec les conseils d'administration pour rapidement pouvoir débloquer des fonds et les amener sur le terrain. Donc, de ce côté-là, c'était très bien avec la première et la deuxième vague. Avec la troisième vague, on a vu un peu un essoufflement de cet agir philanthropique et un peu un ressac qui s'est fait de retour sur les programmes traditionnels, avec certaines fondations qui, elles, vont avoir développé des programmes pour aider des organisations communautaires à reprendre leur élan parce qu'elles ont été nombreuses ont été très amochées par la crise sanitaire. Donc, il y a quelque chose qui s'est fait de façon intéressante, on pourrait dire, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a aussi une réflexion qui se fait sur les apprentissages. Qu'est-ce que les fondations ont appris? Plusieurs se sont posé des questions sur j'ai changé mes méthodes, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça implique des modifications dans mon programme philanthropique? Donc là, il y a présentement, si on veut, des ajustements qui vont se faire auprès d'un ensemble de fondations sur la façon d'attribuer les fonds, sur les relations, la façon de tisser ces relations avec ses partenaires et aussi de découvrir de nouvelles causes, si on veut, de prendre conscience de nouvelles réalités qui ont été révélées par la crise sanitaire. Donc, sur la pandémie, il y a quelque chose qui est très intéressant qui s'est fait. Sur la situation climatique, là, c'est beaucoup moins clair. Il y a seulement quelques fondations qui vont aller dans une voie d'intégrer les éléments, par exemple, les objectifs de développement durable autour de toute la dimension environnementale pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, on a quelques fondations qui vont aller dans cette direction, mais ce n'est pas la majorité. On a aussi, un peu au niveau d'une réflexion plus critique, il y a eu des événements qui étaient importants. Par exemple, autour du printemps 2020, il y a eu un appel qui a été lancé par un petit groupe, un petit noyau de fondations pour amener le déboursement des fondations de 3,5 à 5 ce qui est régi par l'Agence de revenus du Canada. Et donc, cet appel-là a été entendu. Il y a même eu une signature de l'appel qui s'est faite sur Internet. Il y a environ 70 fondations qui ont signé. Dans la réalité, des fondations peuvent avoir dépassé le 3,5 sans nécessairement avoir signé le registre en question. Donc, là, il y a eu cet appel et aussi un deuxième appel qui a été fait de se dire, oui, c'est intéressant de réfléchir aux 5 mais est-ce qu'on ne doit pas aussi réfléchir à la façon philanthropique de gérer le 95 qui est placé sur les marchés financiers? Donc là aussi, il y a un appel sur qu'en est-il du 95 pour amener les fondations à être beaucoup plus responsables et à travailler plus en investissement lié à la mission, donc peut-être plus en cohérence, en concordance avec la mission, de façon à ce que l'argent, c'est le plus gros des montants, là. 95 lorsque vous avez 500 millions, ça représente une somme importante et aussi une capacité d'influencer qui est importante. Donc, là, il y a eu deux appels qui ont été faits à ce niveau et évidemment, ces appels-là ont été relayés et c'est ça qui est intéressant. J'y reviendrai tout à l'heure dans la troisième partie. Donc, au niveau ESG, plus mitigé, mais quand même des appels intéressants autour du financement. J'essaie de voir si je n'ai rien oublié. Non, c'était bien ça, le troisième point que je voulais amener, c'était sur les ODD. Maintenant, si on arrive à la troisième partie de la présentation, c'est les nouvelles tendances. Alors, qu'est-ce que l'on peut observer récemment qui est d'intérêt? Alors, j'ai essayé de dégager 5 points. Pas arrivé à 10, là, comme les 10 commandements, j'ai été un peu plus modeste. Donc, le premier, c'est qu'on voit, et ça a été vraiment élargi, un besoin, une volonté de collaborer, de mailler, de regrouper les forces entre des fondations ou entre des fondations et d'autres acteurs de la société. Un exemple très simple, là, ça existait avant la pandémie, mais ça s'est renforcé avec la phase 2, le programme Impact collectif sur Montréal, qui regroupe un nombre important de fondations et qui travaille à l'échelle des différents quartiers de Montréal.
Il y a eu le consortium COVID Québec qui s'est construit tout de suite au lendemain de la fermeture, donc en mars 2020, autour de 4 fondations et qui s'est élargi autour de maintenant 5 ou 6 fondations qui continuent à travailler sur la question de COVID avec évidemment différentes phases avec l'évolution de la situation pandémique. Donc, c'est des collaborations qui touchent à la fois à l'urgence, mais qui touchent aussi à la question d'agir sur les systèmes pour pouvoir modifier les systèmes pour amener des changements plus structurels. De deux, on perçoit une volonté de rendre moins invisibles certaines causes sociales qui sont liées, par exemple, à la pauvreté ou à d'autres situations et évidemment à mettre aussi de l'emphase sur les causes environnementales. Là, on a euh, un exemple assez récent sur Montréal avec Climat Montréal qui regroupe des fondations, le gouvernement fédéral, la ville de Montréal pour essayer de réduire l'empreinte écologique de la ville. On voit les choses se faire aussi dans d'autres villes dans le monde, mais là, on a une volonté d'essayer d'avoir une action concertée, regroupée et avec des ressources pour accompagner le développement d'idées ou d'expérimentations. Donc, réduire l'empreinte écologique, mais aussi on a des regroupements qui se font pour travailler sur des questions importantes. Par exemple, le regroupement des fondations québécoises autour de la question des inégalités qui regroupe, je pense, une douzaine ou une quinzaine de fondations au Québec. Il y a le regroupement qui s'est fait sur la santé mentale. On a vu avec la pandémie combien était importante la question de la santé mentale. Et il y a un autre regroupement qui est en train de se former autour de la question du vieillissement des populations. Donc, toutes des causes qui étaient moins sur le radar et on a des fondations qui essaient de mettre de l'avant un travail à faire auprès des organisations, en appui à des organisations de la société civile pour travailler ces éléments-là. Le troisième élément de changement, c'est un positionnement politique. Il est à plusieurs niveaux. Moi, je prends seulement celui de Fondation philanthropique du Canada qui a soumis un mémoire au gouvernement fédéral dans une consultation qui s'est faite sur la question du quota de déboursement. Et dans ce mémoire, il y a plusieurs idées qui sont amenées par PFC et c'est élargi, là, c'est un groupe de signataires donc, qui disent oui, on est d'accord pour passer de 3,5 à 5 en se rappelant bien que ce n'est qu'un plancher. Hein, il n'y a aucune obligation de limiter à 3,5 ou à 5. On peut facilement dépasser. Dernièrement, la Fondation Trottier nous disait dans une présentation la semaine dernière qu'eux, ils avaient été autour de 9 ou 10 pour l'année 2021. Donc, vous voyez, il n'y a pas de plancher, on n'est pas obligé de s'en tenir là. Donc, un appel pour une élévation du quota, un appel pour plus d'investissements liés à la mission, donc que les fondations fassent un effort pour se tourner du côté de leur dotation, des revendications en termes d'élargissement de l'accessibilité aux fonds philanthropiques. On sait que maintenant, le gouvernement reconnaît seulement les donataires désignés, donc ceux qui ont un statut d'organisme de bienfaisance au niveau de l'État canadien. Donc, on veut élargir parce qu'il y a des organisations qui n'ont pas ce statut et qui ont besoin d'avoir des ressources philanthropiques. Et le quatrième niveau on pourrait dire, de pression, de lobby qui s'est fait sur le gouvernement, c'est de dire qu'il faudrait mieux être informé, d'avoir un meilleur mécanisme de captation des données pour avoir une lecture plus claire, transparente de ce qui se fait dans le domaine philanthropique. Alors ça touche à la fois les données qui sont collectées par le gouvernement du Canada, mais aussi les données qui sont transmises par les fondations pour rendre plus, on pourrait dire, transparent leurs actions et donc de mieux faire connaître ces dernières. Le quatrième niveau, c'est je dirais, d'apprentissage, c'est la réponse rapide que les fondations ont faite en situation de COVID. Bien là, on le voit que cette nécessité d'être agile, d'être rapide, d'être efficace, bien, ça devient de plus en plus la norme. Hein. Il y a eu les inondations en Colombie-Britannique, il va y avoir d'autres phénomènes de débordement climatique, il va y avoir des phénomènes de migration climatique qui vont venir et évidemment avec la crise présentement en Ukraine, il y a des besoins urgents en termes humanitaires et il va falloir qu'on accueille aussi des personnes qui vont venir s'établir au Canada, soit pour y rester, soit en attendant
attendant que la crise se résorbe, mais la façon dont les Russes sont en train de pilonner les villes, c'est affreux. Donc là, il y a aussi, est-ce qu'on va être aussi capable de continuer dans cet élan de rapidité qu'on a vu par rapport à la crise climatique? Le cinquième point, c'est de voir une nouvelle tendance qui prend forme un peu partout en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, qui est la philanthropie de proximité, c'est-à-dire qui essaie de reconsidérer le niveau, la qualité des relations entre les donateurs et entre donateurs et donataires. Donc, pour que ce soit moins une relation d'autorité qui impose, si on veut, des objectifs, qui vient contrôler, pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus souple, travailler ensemble et parfois même qui délègue, comme on le voit avec des fonds qui ont été créés sur Toronto, l'Indigenous Resilience Fund et le Black Opportunity Fund, là où on a carrément des fondations qui versent une partie de leur dotation pour créer une nouvelle fondation qui, elle, est gérée complètement soit par des personnes de la communauté noire, soit par des personnes autochtones. Et là, on assure, si on veut, un relais qui est beaucoup plus organique que ce que l'on fait normalement lorsqu'on travaille à distance culturelle par rapport à une cause. Alors donc là, c'est des grandes tendances. Il y en aurait certainement d'autres, mais là, j'en ai dégagé 5. Mais c'est des tendances que je vois en surface. Il y a une autre tendance que je vois qui est beaucoup plus en profondeur, qui est très, très marginale, qui est présente un peu partout dans le monde, dans certaines organisations, certaines au Canada et certaines au Québec, pas beaucoup, ça se compte sur les doigts de la main. Et c'est des organisations qui travaillent pour amener un quatrième niveau. Là. J'ai mentionné 3 niveaux antérieurement pour la philanthropie. Et ce quatrième, ce serait de définir un nouvel espace civilisationnel parce que la grande crise sociale et environnementale dans laquelle nous sommes situés présentement peut difficilement être résorbée à partir de l'appareillage institutionnel qui a été défini par la modernité et sous le capitalisme ou sous le socialisme, mettez les ismes que vous voulez. Ce sont des ismes qui sont construits dans les fractures, qui sont dans l'extractivité, qui sont construits de façon à générer du paupérisme, à générer de la pollution. Alors donc, si on veut sortir de là, bien, il nous faut monter, si on veut, d'un cran, être dans l'innovation culturelle et travailler à une transition sociale et écologique. Donc là, il y aurait, si on veut, un quatrième niveau à appuyer, à voir se développer, non pas seul, mais vraiment en très, très forte collaboration avec les syndicats, l'État, les entreprises doivent être partie prenante, la population, hein, on le voit présentement, il y a des forts courants très, très conservateurs au niveau de la population. Ce n'est pas acquis. Hein. La notion de peuple qu'on avait traditionnellement, où on dit « Ah, le peuple », puis là, c'était comme le piédestal où tout était parfait. Bien, on se rend compte que dans le peuple, ce n'est pas aussi parfait, ce n'est pas très, très homogène et c'est aussi très, très inquiétant parfois sur les positions ou les avenues qui sont prises par ces populations. Alors, voilà un petit peu les éléments que je voulais partager avec vous en réponse à l'appel que Elisabeth m'a fait et Léo. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour cet exposé très clair. On va prendre les questions s'il y en a qui veulent se lancer. Et sinon, Léo et moi, on va casser la bonne glace et commencer. Moi, je vais prendre la parole, si tu me permets, Léo. J'aimerais qu'on revienne sur la place de l'environnement. Comme vous l'avez dit, c'est loin derrière quand même. Les causes environnementales sont vraiment loin. La firme épisode le montre et à nouveau en 2021, elle arrive à 6e position des causes pour lesquelles les gens donnent. Et je voudrais votre regard là-dessus. Comment ça se fait? Effectivement, l'urgence climatique est là, on le vit. Quelle est votre analyse? Je dirais que pour moi, il y a 2 éléments qui jouent. Il y a un élément positif et un élément négatif. L'élément négatif, c'est que pour certaines fondations, ce n'est pas une noble cause, dans le sens qu'on veut voir son nom, alors que lorsque je sauve des baleines, ben, je n'ai pas mon nom qui est affiché sur la baleine là, qui dit « J'ai été sauvé par Jean-Marc Fontan ». Donc, toute la dimension ostentatoire disparaît. Ce qui est positif, c'est la réaction de certaines fondations qui disent « Oui, on est conscient, on veut agir, mais on ne sait pas comment ».
souvent, par exemple, une fondation qui travaille sur la violence faite aux femmes, ben, la question environnementale, ils disent, mais comment je la travaille? Je n'y vois pas. Alors donc, nous, ce qu'on a fait au Filab, c'est qu'on a développé un petit outil, c'est-à-dire une réflexion, un rapport de recherche qui montre comment est-ce que si on est concerné par la cause ou si on n'est pas concerné, il y a un moyen de faire un diagnostic qui va permettre de voir comment, même si notre cause n'est pas la cause environnementale, on est capable d'intégrer et de prendre en compte des éléments dans la programmation, dans la façon de développer son organisation, de tenir compte, si on veut, des critères ou des principes environnementaux. Alors donc là, il y a quelque chose qui est positif. Maintenant, ça reste très timide. Et comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir pousser les choses? Bien, heureusement, il y a un regroupement, c'est les fondations qui financent l'environnement, Environmental Funders Canada, qui existe et qui regroupe des fondations pour pouvoir travailler conjointement pour essayer, si on veut, de trouver des mécanismes, soit à travers les politiques, soit à travers des projets pilotes, mais ça reste quand même associé à ce regroupement. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un virage comme celui qui se fait avec DEI, où on voit par exemple DEI s'intégrer à l'intérieur de la programmation des fondations, mais qu'on ait le même genre de choses qui se fassent avec les objectifs de développement durable des Nations unies. Ils ne sont pas parfaits, mais au moins, ils permettent d'avoir des outils, des indicateurs, d'avoir des attentions qui sont faites sur différentes dimensions et qui permettent aux fondations au moins de commencer, d'amorcer le passage vers quelque chose qui serait plus écologique. Maintenant, la question est très, très complexe à travailler parce que c'est les emplois, c'est les entreprises, c'est la richesse, c'est tout ça qui est remis en cause par la solution. Ne plus avoir de pétrole, pas de problème, mais on remplace le pétrole par des batteries. Et comment on produit les batteries? Bien, ça prend des Oui, métaux oui, rares. oui, Alors, oui. c'est comme un cercle vicieux. C'est pour ça que ça nous faut un nouveau cadre de travail. On va accepter de ne plus être dans le grand développement technologique comme on l'est actuel, de se dire qu'on n'a pas à aller coloniser Mars, on a une planète, il faut en prendre soin, puis on a assez de travail à faire. Si on est capable à un moment donné de développer des fusées qui vont pouvoir aller dans l'espace sans détruire la planète, ben, on le fera à ce moment-là, on trouvera le moyen. Mais en attendant, c'est brûler la chandelle par les deux bouts. Alors Mm. donc, voilà un petit peu des éléments de réponse, Elisabeth. Merci beaucoup. Christine? Je vous remercie pour cette présentation. Je suis peut-être arrivée avec 2 minutes de retard, donc en fait, il y a peut-être des éléments que j'ai pas eus. Je me posais plusieurs questions. Alors, à un moment, je ne sais pas si je vais dire le bon mot, mais vous parliez des peuples autochtones. Je ne sais pas si j'utilise le bon mot, mais en tout cas, je me demandais en fait, les travaux qui avaient pu être faits à ce niveau-là, au niveau de la philanthropie. En fait, est-ce qu'il y avait des méthodologies ethnographiques qui avaient, ou je sais pas, ou des méthodos qui avaient pu regarder comment se passait le don, comment était perçu le don, ou comment, enfin, quelles étaient les actions qui étaient mises en place par les fondations. Ensuite, je me posais la question de la justice environnementale. Il y a un moment, vous avez dit quelque chose qui m'a fait penser à ça. J'avais un étudiant qui avait travaillé sur ça et je me demandais s'il y avait des recherches à ce sujet-là et s'il y avait des travaux un peu sur les réfugiés climatiques et la manière dont on pouvait les accueillir, enfin voilà, et quelle différence on pouvait faire en termes de philanthropie avec d'autres types de réfugiés. Et je me demandais en fait ce que vous inspirez la situation en Ukraine et notamment on a l'impression, enfin voilà, au niveau du don et de l'accueil et du partage. Je ne sais pas si mes questions étaient claires, mais en tout cas, je vous Oui, remercie pour votre présentation. Si, si, très oui. bien. Merci beaucoup, Christine. Donc, sur la question des peuples autochtones, ça commence, c'est-à-dire qu'il y a une organisation qui s'appelle le Cercle qui a été mise sur pied, ça fait presque 10 ans maintenant, et dont le mandat, si on veut, est de travailler pour faire en sorte que la relation entre des communautés autochtones et des fondations soit égale, équitable et se fasse dans la bonne façon. Donc, il y a une préoccupation, il y a un travail qui se fait. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire travailler? Vous avez parlé de méthodologie.
effectivement, c'est une méthodologie qui est différente. On ne travaille pas avec des peuples autochtones comme on va travailler, par exemple, avec des personnes en situation défavorisée dans un quartier. Il y a une, il y a une approche qui est celle de, on pourrait dire, de construction de la relation et d'une relation qui va laisser énormément de place, si on veut, à la voix autochtone dans la définition de l'activité de recherche, dans la gestion de l'activité, dans les méthodologies utilisées pour pouvoir collecter les savoirs. Alors, on est en train de travailler sur un livre présentement qui va être publié au printemps. Vous allez retrouver dans le livre sur la philanthropie au Québec un chapitre qui a été produit justement par un groupe, différentes personnes autochtones et qui nous montre comment, à travers le récit, donc le récit narratif, on a là une méthodologie pour capter les voix, faire le lien avec la tradition, se poser des questions sur le temps présent et d'essayer d'avoir une vision sur l'avenir. Alors donc, il y a des méthodologies autochtones qui sont intéressantes à intégrer à l'intérieur de l'appareillage, si on veut, ethnographique, pour pouvoir mieux collecter les savoirs qui sont mobilisés, si on veut, pour comprendre des situations ou des phénomènes. Alors donc là, il y a effectivement quelque chose qui est intéressant et qui permet aussi de comprendre comment le mot philanthropie peut être saisi en contexte autochtone. Parce que ce que j'ai amené tout à l'heure avec mon histoire, c'était, si on veut, la tradition qui provient de la lecture européocentrée de la philanthropie. Alors donc, c'est certain que ça, c'est une conceptualisation, c'est une logique, c'est une réflexion, c'est une analyse, mais elle n'est pas parfaite. Elle doit être complétée aussi par d'autres analyses de façon à avoir une vision peut-être plus élargie et inclusive, si on veut, de ce que peut vouloir dire le mot philanthropie. Sur la question de la justice environnementale et les réfugiés climatiques, euh, je, je ne connais pas de travaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais moi, je n'en connais pas. Je n'en ai pas vu. Par contre, on a des travaux sur les réfugiés ordinaires, là, suite à des crises, là, on l'a eu avec les personnes du Liban sur le Québec. Donc là, il y a eu tout un travail qui s'est fait. Il y a même eu chez nous au Philab un rapport qui a été fait pour rendre compte du travail, entre autres, de la Fondation du Grand Montréal sur cette question. Euh, Sur l'Ukraine, là, je ne me rappelle pas votre question exactement parce qu'elle a été, vous l'avez dit rapidement, puis… Oh, j'en sais rien, mais en fait, enfin, je ne sais pas ce que je voulais dire exactement, mais en fait, visiblement, il y a notamment, enfin, ce qui passe à travers les réseaux sociaux, c'est qu'il y a certains types d'étudiants, enfin, par exemple, les étudiants, visiblement, les étudiants africains ont du mal à sortir d'Ukraine et il y a un problème d'accueil de ces étudiants et je me demandais enfin, s'il n'y a pas, enfin, c'est peut-être un sujet un peu polémique, hein, mais je me dis qu'il y a un problème, enfin, je ne sais pas comment dire, ça pose la question de ce qu'est l'accueil, le partage, enfin, et enfin, je sais pas Tout à si fait. Non, c'est non, pas… mais je pense que c'est clair. C'est-à-dire que là, présentement, on a un peu des réponses à la pièce. Mm. Alors qu'on devrait avoir des réponses plus holistiques, de se poser la question, ben, pourquoi des réfugiés? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Et là, à ce Ouais, moment-là, on aura une meilleure compréhension qui ne sera pas, qui sera pas des réfugiés d'étiquette. Ah, tu es ouais, c'est… ukrainien, donc tu peux rentrer, mais tu es, sénégalais, mais tu étais en Ukraine, tu ne peux pas retourner dans ton pays pour X, Y raison, donc tu dois être réfugié. Mais là, toi, tu ne passerais pas. Le filtre doit être euh, perméable, il doit être humanitaire, ce filtre-là, pour pouvoir travailler avec les personnes qui ont besoin et avec lesquelles on est prêt à faire un pas. Donc là, je verrais qu'il y a une réflexion peut-être plus large à faire sur qu'est-ce que ça signifie être réfugié, comment on peut aider dans l'urgence, mais surtout aussi comment on peut aider dans la prévention pour faire en sorte que, parce que les gens qui sont réfugiés ne veulent pas l'être réfugiés, ils veulent Bah oui. la plupart du temps rester dans leur pays, dans leur culture, Mm, dans leur milieu. Alors donc, mm, il y a aussi à travailler en amont pour enlever, pour arrêter le problème qui est à la source d'être réfugié. Alors sur la question climatique, là, c'est embêtant. Une question politique, ben, on peut
possiblement arriver à un règlement relativement rapidement, en 3, 4, 5 ans, on peut restabiliser une dimension politique. Sur le climat, lorsque l'eau monte et que vous êtes sur le littoral, hein, une fois que vous avez mis des enrochements et des digues, ben, la prochaine étape, c'est tant pis, là, c'est de partir parce qu'il n'y a rien d'autre qui va arrêter la mer et elle ne va pas se retirer dans 3, 4, 5 ans. Elle est là pour rester tant que malheureusement les calottes glaciaires ne se seront pas recomposées. Alors donc là, il y a un problème beaucoup plus grand autour de la question du réfugié. Se pose donc la question climatique et de notre modèle civilisationnel de production et de consommation. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, Christine? Oui, parce que en Oui. fait, je trouve que ce serait il y a plein de dimensions dans l'accueil des réfugiés que je trouve que en fait, la crise ukrainienne a un peu mis en valeur, En lumière, oui. Enfin, en valeur, en lumière, ouais. Oui, tout à fait. Là, on ne peut pas parler de valeur, justement, Ouais. parce que, bon, voilà. Non, mais c'est parce qu'on travaille sur la valeur avec Christine, c'est pour ça. Léo. D'abord, merci Jean-Marc pour cette belle présentation. C'était très intéressant et enrichissant. Je me demandais si on pouvait entendre une réponse sur les différences culturelles québécoises. Comment favoriser la philanthropie au Québec par rapport au reste du Canada ou même le reste du monde? Quelles sont les spécificités du Québec? Ah, ça, c'est une question qui est toujours délicate. Premièrement, je vais y aller par peut-être un goulot d'étranglement. Je dirais qu'on est très nord-américain en partant, dans le sens que nos structures, nos modalités de fonctionnement divergent peu de l'espace états-unien ou canadien. Évidemment, il y a des réglementations, il y a des couleurs, il y a des éléments, mais en gros, ça se ressemble. Par rapport au Canada, bien, on a peut-être des préoccupations qui sont différentes. Et surtout, l'élément central, c'est la relation qu'il y a avec l'État et avec les organisations de la société civile, où on a un paramétrage qui s'est défini historiquement sous la forme de ce qu'on appelle le modèle québécois de développement, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de dialogue, de concertation, de partenariat, de collaboration entre des acteurs qui ailleurs peuvent être dans des silos et qui ne se parlent pas, ou quand ils se parlent, mais autour d'une autre mise en scène, si on veut, du dialogue. Et ce qui est intéressant, c'est que les fondations ont eu peut-être historiquement de la difficulté à comprendre leur place à l'intérieur du modèle québécois. Et je dirais que c'est plus dernièrement, à partir des années 2000, que là, on a vu l'ouverture se faire et les collaborations se construire avec l'État, avec les organisations de la société civile, d'une façon qui était peut-être plus organique et moins en silo ou isolé comme on peut le rencontrer. Et là, je ne veux pas faire de généralité en disant que tout est comme ça au Canada anglais parce que ce serait faux. Mais disons que c'est peut-être plus présent au Québec que ce n'est dans le reste du Canada. Évidemment, il y a la question nationale qui est présente et qui donne aussi une couleur, c'est-à-dire la participation au modèle, la préservation de la culture, la préservation de la langue, la préservation des emplois, parce qu'on est quand même dans un milieu qui se sent en danger face à une majorité qui est anglophone, face à un capital qui est détenu et qui travaille très fortement au niveau de la mondialisation. Il faut faire sa place à l'intérieur de toute cette machinerie-là. Donc ça aussi, ça vient exercer des pressions ou donner des couleurs particulières parce que les effets sur la pauvreté, les effets sur les personnes, les ressources qui vont être à la disposition ne sont pas de la même nature, du même nombre. Ça a pris, c'est plus tardivement au Québec qu'on a des fondations importantes qui se sont mises en place. Tandis qu'au Canada anglais, on en a eu des plus importantes qui ont été créées plus rapidement. Donc, on était un peu en retard, si on veut, dans la mobilisation de dons. Maintenant, sur le don en général, c'est-à-dire pas le don qui est lié à la philanthropie subventionnaire, mais le petit don que moi je fais dans la rue, etc., là, il y a des enquêtes qui nous montrent qu'il y a des différences culturelles quand même assez importantes entre l'Est du Canada et l'Ontario et l'Ouest.
et d'autre part, entre le Québec et le reste du Canada. Alors, sur le premier plan, l'Est du Canada, on voit qu'il y a des habitudes de dons qui sont moins élevées. Le don par personne, par exemple, est moins élevé sur l'espace québécois qu'il l'est sur l'espace ontarien. Ça s'explique comment? Au moins deux facteurs peuvent être évoqués. Un premier facteur, c'est qu'on donne moins à des organisations ou peu à des organisations religieuses au Québec, alors que dans d'autres provinces, les dons qui sont faits auprès d'organisations religieuses sont plus importants. Je ne dis pas que c'est pour seulement des activités religieuses. À travers l'Église, il y a du transfert qui se fait vers des organisations de la société civile. Mais ça, c'est un fait. Il y a moins de ce paramètre-là, il est moins fort. D'un autre côté, on a l'impression, là, il faudrait faire des analyses fiscales, qu'on paye beaucoup plus d'impôts, donc on transfère beaucoup plus d'argent au gouvernement du Québec que dans le reste du Canada par rapport aux autres espaces provinciaux ou aux autres territoires. Donc là, on a l'impression de déjà faire plus du côté politique, fiscal, et donc, si on veut, on donne moins. Troisième facteur d'explication, mais lui, il peut jouer de tous les côtés, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va déclarer avoir donné. Donc, les petits dons, même les dons, je pense que c'est 25 à peu près le montant, 25 ou 30 qui peut être déclaré. Ben, je donne 50 mais je ne vais pas nécessairement le déclarer. Ou alors, je vais peut-être être plus impliqué d'une autre façon que par le don, et je ne considérerai pas que c'est du bénévolat, par exemple de l'aide dans la famille, etc., ou auprès de proches, etc. Alors donc, il y a plusieurs facteurs, paramètres dans la compréhension de l'acte charitable et le fait de devoir publiciser ou d'afficher cet acte-là peut être aussi un des facteurs explicatifs sur les différences. Ça répond-tu, Léo, ou tu avais d'autres choses en tête? C'était très bien. Et du coup, ici, pour faire du pouce sur la réponse, par rapport du coup aux dons, donc là, il passe beaucoup dans les impôts. Et quand ça passe moins dans les impôts, est-ce que ce sont des causes différentes qui sont… Est-ce qu'on connaît un peu les différences quand c'est l'État qui va gérer un gros volume d'impôts par rapport à d'autres systèmes où ça va plus passer par les fondations? Oh, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si François, il écoute présentement parce que lui, il suit un peu plus des éléments liés à la fiscalité. Je ne sais pas si, François, toi, pourrais-tu répondre à cette question? Est-ce qu'il y a des différences autour des dons qui se font du côté canadien et québécois? Non, il n'y a pas de différence au niveau fiscal entre les deux. Au niveau canadien, c'est en fait, puis au niveau québécois, c'est les mêmes règles, même que Revenu Québec, en fait, là, n'enregistre pas les organismes de bienfaisance. C'est fait par, en fait, Revenu Canada, la direction des organismes de bienfaisance. Et dans le fond, Revenu Québec accepte pas sur tout, mais accepte ce bout-là qui est fait par le fédéral là, pour ce travail-là. J'aimerais ça peut-être juste pour ajouter aussi, en termes de différences culturelles, il y a en fait aussi un problème peut-être de mesure, parce que souvent, en fait, là, une des là, je ne sais pas si c'est comment ça a été mesuré, là, mais je dirais le don, comment on définit le don, et après ça, la mesure du don. Donc, au Québec, par exemple, il y a plus en fait de dons en temps versus en fait des dons en argent où la culture en fait canadienne-anglaise est a une plus longue tradition en fait de donner là, peut-être aussi parce qu'il y avait en fait des familles un peu plus fortunées et je pense que c'est entré dans la culture canadienne-anglaise là, un peu comme c'est le cas en fait aux États-Unis là, si on prend l'exemple des hôpitaux ou des universités pour prendre juste ces deux exemples-là. Alors qu'au niveau du Québec, ben, en fait, là, on voit en fait, de plus en plus, en fait, il y a ça qui se développe, mais en fait, là, ça se développe, je dirais, plus lentement qu'au Canada anglais, par exemple. Et ce côté tradition, est-ce qu'il passe par l'éducation aussi? Quel est le rôle de l'éducation un peu dans la transmission de la philanthropie? Moi, je dirais que c'est plus au niveau familial. Tradition familiale. Si j'avais
à placer là, un pôle. Là. Peut-être un peu. En fait, si je compare, mettons, les universités, moi, je suis à l'Université Carleton. Si je compare, mettons, à l'Université du Québec en Outaouais, par exemple, ben, en fait, là, il y a comme une plus grande, en fait, un plus grand intérêt, ne serait-ce que pour les associations diplômées, par exemple. Là. Et il y a, en fait, aussi, je pense, une meilleure, en fait, peut-être que ça fait plus longtemps, peut-être parce qu'ils ont plus de ressources. Euh, les universités francophones auxquelles moi je suis en contact, ils demandent de l'argent. C'est ça qu'ils font. Ils demandent de l'argent. Les universités anglophones, ils essayent de donner un service ou d'offrir quelque chose, puis après ça, demander de l'argent. Le résultat est le même, là. Sauf que tu n'as pas l'impression qu'ils t'appellent. Puis là, j'ai fait mon doctorat à Trois-Rivières. Fait que Trois-Rivières, c'est un bon exemple. Là. Mais il y a en fait, là, je veux dire, puis c'est la même chose avec le HEC. Je veux dire, quand ils appellent, ou avec l'UQAM, quand ils appellent, ben, ils appellent pour avoir de l'argent. C'est juste ça pour que. En fait, là, tu reçois un appel là, par année, là, puis ils viennent dire ah oui, oui. Puis là, dépendant qui le fait, normalement, ça va être des étudiants parce que c'est plus vendeur. Mais il va y avoir en fait une demande pour dire bon, OK, là, je veux de l'argent, alors que les autres vont offrir. Donc, c'est peut-être juste une question, je dirais, d'approche différente qui, à mon avis, est plus efficace. Oui, le message n'est pas pris de la même façon et Non. on ne sensibilise pas les gens de la même façon. Ouais. Puis je pense c'est la technique du pied dans la porte. Hein, ouais. Puis je pense ça, aussi commencer plus tôt. Je pense qu'il y a comme une tendance aussi à dire, puis en fait, les études le démontrent aussi, que en fait, l'important, c'est que tu fasses un don. Le montant du don n'est pas important. L'important, en fait, c'est que si tu donnes un 100$, ben, tu vas revenir, tu vas leur donner, puis là, au fil des années, tu vas augmenter le don. Alors que si tu demandes, en fait, à des gens fortunés de dire bon, là, on aimerait ça avoir un 100 000 ou un 500 000, bien, s'il n'y a pas eu cette cultivation-là, cultivation n'est pas un bon mot, là, cette culture, en fait, là, de les préparer, de les amener, en fait, vers. Mais on est intéressé, en fait, aux gros dons. Alors que normalement, on devrait être intéressé aux petits dons, en fait, à tous les dons, aux petits dons, pour justement faire en sorte que ça devienne un gros don. En fait, un peu comme Centraide le fait, par exemple, avec les dons, avec les déductions à la source, en fait, au niveau des emplois et des employés. Il y a un commentaire de Suzy par rapport à ce que vous venez de dire, François. Au Québec, les gens parlent peu d'argent dans les familles. Je crois que les gens n'en avaient pas il y a 2 générations. Maintenant, cela commence à changer. Ouais. Il y a aussi maintenant des campagnes de collecte de fonds avec des tirages de prix. Mais sachez que comparativement à la France, quand même, on parle plus d'argent ici qu'en France. Et oui. Non, Jean-Marc? Si on parle plus d'argent ici qu'en France? On n'en parle pas beaucoup en France. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est ça. Ouais. C'est vraiment un tabou. Personne ne sait qui gagne quoi. Ben oui, c'est tabou. Oui, mais sur le commentaire sur les familles, il faut voir aussi que sous le régime de l'Église-Providence, qui a duré jusqu'aux années 60, on était donc sous un chapeau religieux où là, c'était la dîme, c'était la collecte avec la quête. Donc là, il y avait une ponction qui se faisait. Et cette ponction-là, quand il y a eu la Révolution tranquille, ben c'est devenu l'État. C'est donc, on donnait à l'Église et après, on donne à l'État à travers la fiscalité. Et peut-être que le manque, là, c'est d'avoir eu un espace tiers qui se crée autour du don, qui recompose avec l'idée de bienfaisance, de charité, mais pas vers l'Église, mais vers des organisations. Donc, peut-être que là, il y a eu, dans le passage de l'Église à l'État, il y a eu un petit oubli dans la construction d'une autre tradition. Mais je pense que maintenant, ça se rattrape. Bien que aussi, ce que l'on voit, c'est que même si les montants, la quantité de dons augmente en argent, le nombre de donateurs, lui, diminue en nombre. Alors, donc, ça, c'est un peu contradictoire aussi, ce que l'on voit. Donc, là, il y a Christine qui revient avec... Oui, mais il y avait aussi Madame de l'Institut Mallet qui voulait prendre la parole. Oui. Et bonjour. Il reste 5 minutes. Oui, bonjour.
Bonjour. En fait, je m'excuse, je suis arrivée, j'ai pas été capable d'arriver à l'heure. Bonjour Jean-Marc, bonjour tout le Bonjour. monde. Je voulais peut-être compléter parce que je trouvais ça tellement Oui, intéressant, la question de Léo. Pour avoir travaillé, moi, pendant plusieurs années en philanthropie, donc dans le milieu communautaire et à Centraide, je peux témoigner vraiment des efforts dans les 20 dernières années qui ont été mis pour, en fait, c'est un changement de culture qui s'opère au Québec en philanthropie. Et oui, ça peut passer par l'éducation, mais pas juste l'éducation des parents. Ça passe beaucoup par l'éducation avec les pairs, d'avoir l'opportunité d'être mis en contact avec une cause. Et il y a vraiment, plus ça se fait, plus on peut vraiment témoigner d'un effet d'émulation. Il y avait vraiment aussi une relation au Québec avec l'argent qui était, je dirais, comment je dirais ça, un peu tabou, dans le sens où avoir de l'argent au Québec à cause de la mentalité judéo-chrétienne, c'était un peu mal vu. Donc, ça a pris du temps avant qu'il y ait des grands donateurs, des personnes qui fassent des dons importants. Et une fois que ça a été un peu déboulonné. déboulonné, c'est ça. Il y a vraiment eu un effet où les gens ont arrêté un peu d'avoir honte et de le faire de façon anonyme, et d'autres en ont témoigné et d'autres ont pu poser le geste. Moi, c'est vraiment ce à quoi j'ai assisté là, dans les dernières années. Fait qu'il y a l'éducation, mais pas juste par les parents, par toutes sortes de manières. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Ça nous rassure, nous qui travaillons sur les influenceurs et les milléniaux. Je me dis qu'on va peut-être y arriver comme ça. Christine, puis après Jonathan, et après il faudra qu'on se quitte malheureusement. Alors Christine, vas-y. J'allais dire, c'est dommage. Je trouve ça hyper intéressant, et notamment comme la personne qui vient de parler, je trouve ça hyper intéressant, l'éducation aux dons. En fait, je me demande si ce serait pas intéressant de regarder comment ça se transmet et comment on en parle, parce que je vois, enfin, on peut donner trois types de trucs. On peut donner des objets, on peut donner de l'argent, du sang, etc. Enfin, on peut donner toute une variété d'objets matériels ou moins matériels. Et ce serait intéressant de regarder en fait ce qui fait que des enfants vont se mettre à donner. Et par exemple, j'étais en train de penser au temps ou à l'argent. Et je sais que par exemple, le temps, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus quand on a des parents qui s'investissent. J'étais en train de me dire que mon père il s'est toujours investi dans des associations, mais plutôt sportives. Et que du coup, moi, je fais un peu la même chose. Enfin, moi aussi, je me suis investie dans une association. Et en fait, l'argent, c'est beaucoup plus peut-être invisible. Et pour rejoindre ce qui vient d'être dit aussi, il y a aussi par les pairs, mais il y a aussi à l'école, parce que ce qui peut être fait au sein des écoles. D'ailleurs, il y a un truc qui est, enfin, c'est pas drôle, mais en fait, il y a une chanson française qui en parle. Je me souviens plus je crois que c'est de Vincent Delerme. En fait, les gens de ma génération, ils ont beaucoup participé à des associations caritatives au sein de leur à l'école, et notamment dans mon école, on faisait des opérations bol de rire où en fait, on mangeait un bol. Je sais pas si tu faisais la même chose. Moi, je le faisais aussi. Oui, moi j'ai avec une pomme. Il n'y a pas que ma génération. Nous, on faisait ça à l'école, c'est-à-dire qu'il y avait des opérations bol de riz. Je me souviens, lors de mon premier poste à l'université, il y a eu une opération bol de riz qui a été organisée. J'étais hyper contente de participer de nouveau. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça sensibilise aux dons. Et notamment, il me semble que dans mon école, ils faisaient non seulement des opérations bol de riz, mais en plus, en fait, il me semble qu'une fois, ils avaient tiré au sort ceux qui allaient avoir un bol de riz par rapport à un repas normal, enfin avec tout, pour sensibiliser les enfants au fait, aux inégalités qui pouvaient exister. Je trouvais ça assez intéressant. Et de fait, je trouve ça assez intéressant, l'idée de transmission du don. Je ne sais pas si c'est étudié dans la littérature. Donc voilà, excusez-moi, ce n'était pas vraiment une question, mais c'était pour dire que ce que vous disiez, ce qui avait été dit était hyper intéressant. Ah, ça, c'est intéressant, François, on ne savait pas. Il y a 50 heures de bénévolat obligatoire pour qu'un étudiant puisse obtenir son diplôme d'études secondaires. Il y a des écoles, à l'IAE de Rennes, c'était pareil. Il y avait les étudiants, ils étaient encouragés à participer à des associations et puis à donner, mais du temps. Ouais.
Merci. Jonathan, ça sera peut-être la dernière question de cette rencontre. Nous t'écoutons. Oui, bonjour. Allez. Merci beaucoup là, pour cette belle présentation, puis pour la réflexion là, qui s'ensuit. En fait, ça allait un peu dans la direction, je pense que c'est le commentaire, question de Léo là, qui a fait sortir plein d'idées. Je trouve ça super intéressant par rapport à cette notion de culture, puis tout ce qui en est arrivé, la culture, la transmission. Moi, je fais des parallèles avec l'entrepreneuriat. Là-dedans, le Québec, au cours des dernières années, a mis de l'effort à développer une culture entrepreneuriale. Puis, il y a de plus en plus de projets entrepreneuriaux qui sont développés dans les écoles primaires, les écoles secondaires. Donc, on voit qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Il y a des efforts qui ont été faits vraiment pour développer cette idée. Puis, il y a beaucoup de parallèles à faire entre la philanthropie et l'entrepreneuriat à certains niveaux. Moi, je m'intéresse à la question de la philanthropie de tierces parties, comment les organisations les fondations, les organismes de bienfaisance, etc., comment, dans le fond, ils ont recours aux individus pour être en mesure d'amasser des fonds. Puis là, on ajoute à ça la démarche expérientielle. Hein. Un des bons exemples, un des bons ambassadeurs qu'on voit au Québec, c'est Leucan, par exemple, avec le défi tête rasée. Je trouve que c'est un super de bel exemple qui, à mon avis, Leucan, à un certain niveau, a joué un rôle institutionnel jusqu'à un certain point, là, parce qu'ils ont vraiment mis de l'avant et popularisé énormément l'idée que chaque individu peut en soi devenir un micro-projet entrepreneurial de philanthropie. Hein, je trouve qu'il y a des parallèles intéressants qui existent entre ces deux univers. Puis nous, c'est un peu des choses qu'on a commencé à étudier au cours des dernières années, hein, comment des individus peuvent en venir à solliciter, puis une dimension sociologique qui est très forte, là, solliciter leur propre réseau, faire demander de l'argent, de l'aide, organiser des événements, soit dans les entreprises, soit dans des espaces publics. Puis on voit aussi Leucan qui le fait beaucoup, qui vont aller, là, depuis la pandémie, disons que ça s'est fait un peu moins, mais qui vont, par exemple, dans un centre d'achat. Moi, je me souviens d'avoir fait des séances d'observation où on voyait des centaines de personnes qui s'amassaient dans les carrefours des centres d'achat, puis il y avait des chaises, puis il y avait plein d'événements, puis des gens qui se faisaient raser la tête. Il y a beaucoup de ça qui se transmet à travers, je pense, ce parallèle qui peut exister entre la dimension entrepreneuriale puis la dimension de la philanthropie lorsqu'elle est vue non pas comme juste un simple acte de « moi, je donne », mais je peux moi-même m'établir comme un petit micro-financeur ou micro-collecteur de fonds. Je ne sais pas d'ailleurs, Jean-Marc, puis peut-être je vais poser une question, je ne vais pas juste mettre un commentaire, mais je vais en profiter pour poser une question. Qu'est-ce que vous en pensez de cette relation qui peut exister potentiellement entre les deux, puis le rôle que même certains organismes ont pu jouer pour aider à développer tranquillement la culture de la philanthropie? Je pense que c'est une question très importante qui avait déjà été évoquée par Marshall quand il disait les entrepreneurs, c'est des chevaliers, c'est une forme de l'entrepreneuriat, c'est une chevalerie donc, qui va en quête, qui est capable de réaliser un projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau des écoles, oui, on voit des efforts qui sont faits pour amener les jeunes à se lancer en affaires, à développer des projets, etc. Mais je pense que la dimension entrepreneuriale devrait accompagner, pas entrepreneuriale, philanthropique devrait accompagner cette formation-là parce que c'est toute la question de comment on conçoit l'entreprise, comment on conçoit les relations de travail, comment on conçoit la relation entre le produit, le service qu'on veut mettre en place et la communauté. Et tout ça, ça relève de la philanthropie au sens où si je n'ai pas une bonne politique de rétribution du travail, ben, je vais générer des inégalités. Si je n'ai pas dès le départ une politique qui me dit quelle est l'utilité réelle du produit ou du service, je peux très bien avoir une bonne idée de mettre sur pied, de mettre en marché une nouvelle sorte de gomme ballon, de gomme à mâcher, mais il y en a déjà 125 sur les tablettes. Qu'est-ce que ça donne de plus de faire ça? Oui, mais je vais faire du capital. Mais l'objet, ce n'est pas de faire du capital, c'est de générer une activité économique qui va être utile pour la société, qui va avoir sa place dans la société. Et ça, c'est des paramètres éthiques qui relèvent de la philanthropie. Donc, il faut aussi lorsqu'on dit les fondations ont un travail à faire autour du 95% sur les placements sur les marchés financiers, ben, il y a aussi un autre travail à faire pour changer la culture, la façon de concevoir l'entreprise
pour intégrer des notions éthiques et esthétiques autour de la qualité du produit et du service par rapport à la question environnementale et aussi la qualité des relations de travail et des relations communautaires. Donc, l'entreprise, comment est-ce qu'elle est gérée et les modalités de gouvernance et de répartition de la richesse dans l'entreprise, mais aussi ses liens avec la communauté. Et ça, c'est tout un univers qui n'est pas abordé. On va aborder la comptabilité, l'étude de marché, vous voyez, toutes les dimensions classiques du développement entrepreneurial, mais toutes les dimensions éthiques, ben ça, c'est plus tard. Puis si tu fais de l'argent, ben là, ce sera bien de donner à la société. Tu sais, c'est comme quelque chose qui s'ajoute, qui n'est pas lié de façon organique à l'activité entrepreneuriale. Alors que c'est faux. Je veux dire, s'il y a des pauvres, c'est parce qu'il y a une répartition inégale de la richesse au moment de la production des activités économiques. Alors donc, c'est là qu'il faut aussi travailler entrepreneuriat et philanthropie pour essayer d'adoucir les coins, si on veut, autour de mots futurs, parce que c'est des gens qui vont être dans la société plus tard, qui vont être actifs, qui vont être des acteurs clés. Et si déjà, au niveau de l'éducation, on est capable de leur inculquer ces valeurs éthiques et esthétiques, ben, ça va être énorme, les changements qui vont s'opérer lorsqu'ils vont devenir des leaders. Ben, en fait, Jean-Marc, je peux peut-être compléter pour l'avoir vécu de près parce que j'ai travaillé à Québec avec des leaders d'influence importants, dont Yvon Charest, Michel Dallaire, puis tout ça. Et il y a des leaders qui se sont donné cette mission-là, justement, dans leur propre entreprise, d'inculquer une culture de don et de dire, si moi, je fais des affaires dans une communauté et que ça fonctionne, et qu'il y a des gens pauvres et qu'il y a trop d'écart de richesse, ultimement, ça n'ira pas bien pour personne. Alors, c'est important d'avoir une redistribution. Puis cette redistribution-là, elle ne se fait pas juste par le gouvernement, elle se fait aussi par la philanthropie, par la responsabilité sociale des entreprises. Et heureusement, comme je le disais, ça commence et il y a de plus en plus de leaders d'affaires influents qui prennent le flambeau et qui font de l'éducation à ce niveau-là. Alors voilà peut-être une réponse. C'est François, je pense. Jonathan, excuse, Jonathan. Ben, merci pour cet échange. On va clôturer maintenant et puis se retrouver donc jeudi 7 avril pour notre prochain atelier. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci à tous pour vos questions.